Posée par le traité de Maastricht, Guillaume Dard, on voit bien qu'elle a explosé en vol. La France dit c'est fini, il ne faut pas la remettre, c'est terminé, c'est plus le monde de demain. Justement, le monde de demain, il sera plus comme le monde d'avant. Là, c'est mort et je pense que, objectivement... Bon, c'est toujours la même question. Est-ce que vous posez la question à une cigale ou à une fourmi? Si vous posez la question aux cigales, oui, les 3% c'est fini. Si vous posez la question aux fourmis, ils disent bon, on a été un peu sympa à ce coup-là, donc on laisse tomber la contrainte cette année, mais n'oubliez pas que qu'il faudra quand même revenir un peu à la normalité. Il y a un très bon ouvrage publié par Fondapol, écrit par Natacha Valla et quelqu'un d'autre. Les dettes se payent toujours. Non, il faut qui paye ses dettes s'enrichit. Et donc, c'est un livre un opuscule très réfléchi, très intelligemment, très construit, et qui dit il n'y a pas de solution magique. L'histoire du non-remboursement, de l'effacement des dettes, a peu de chances de fonctionner parce qu'on risque de toucher à des tabous et au moment où tout d'un coup il y a la fuite devant la monnaie, la peur devant la monnaie. Donc le 3%, c'était une norme de 92 qui avait sa construction, qui a résulté d'un accord entre les Allemands et les Français. On est bien d'accord que dans la phase actuelle, et tant qu'on sera dans une phase Covid aiguë, les 3%, c'est pas une contrainte. Et ça facilite la vie des États cigales, et plutôt du sud de l'Europe, Italie, France, Espagne. Ceci étant dit, on se souvient quand même il y a 2 mois, il y a eu un gros bras de fer entre les frugaux du Nord et l'ensemble. Donc on a fait un accord dans des circonstances exceptionnelles. Merkel a joué son rôle. Donc oui, les 3% c'est fini. Non, les 3% c'est pas fini. Ce sera peut-être les 2. Ouais, moi, je veux dire, c'est ça. Marc Toiti, après, parce que la BCE découle juste derrière. Bien sûr, parce que ça fonctionne, ces 3% entre parenthèses, car la BCE fait le job. Vous verrez, Guillaume, dans le livre, il y a effectivement qui va payer, la dette publique, qui va payer, parce que c'est ça le vrai enjeu. Mais surtout sur ces 3%, parce que moi, ça m'inquiète vraiment. Qu'est-ce qui vous inquiète? Ça m'inquiète parce que, justement, je fais un chapitre aussi sur quel avenir de la zone euro, de l'Europe? Pour moi, ça risque d'être la fin de la zone euro, ce truc-là. Ah oui, parce qu'en fait, les 3%, évidemment, ça ne veut rien dire, parce que les 3%, c'est fonction de la réalité économique. C'est du conjoncturel. C'est-à-dire qu'en phase de récession, bien sûr qu'on dépasse les 3%. Mais on a créé une règle structurelle dans le TSCG désormais. Donc, mais par contre, en phase de croissance soutenue ou de croissance appréciable, comme l'ont fait les Allemands avant le Covid, on a un équilibre budgétaire. C'est ça le bon déficit. C'est un déficit zéro. Et donc on le voit aujourd'hui, les Allemands font une relance bien plus puissante que la nôtre parce que justement ils avaient les moyens. Mais là on est d'accord. Mais en quoi ces 3% et le débat autour de ces 3% pourrait précipiter une... Parce que c'est très clair. Si vous lâchez complètement cette règle, donc ça veut dire qu'on va avoir plus que 3%, pas conjoncturels, mais structurels. Donc on va lâcher complètement les cordons de la bourse, qu'on va avoir des dettes qui vont complètement flamber. Alors pour l'instant on s'en fiche, parce que c'est la BCE qui rachète, avec sa planche à billets. Elle va continuer. Elle va continuer, mais jusqu'à quand? Elle est en train de préparer la suite. Normalement, juin 2021, c'était fini le PEPP. Je pense qu'il faut bien prendre conscience de ce qui s'est passé cet été. La zone euro a été sauvée par Angela Merkel, qui a effectivement soutenu le plan de relance de 750 milliards d'euros et qui a mis de côté, entre guillemets, qui a fait taire la cour de Karlsruhe, qui voulait effectivement remettre en question la planche à billets de la BCE. Mais quand Mme Merkel va partir, quelques années évidemment, à ce moment-là, l'année prochaine, oui, un an et demi, quoi. Non, c'est ça. Et donc à ce moment-là, je suis pas sûr que ça remplaçant, on va vraiment très mal divorcer avec va les Anglais faire la même chose. Et donc à partir de là, je pense qu'aujourd'hui, c'est ça le reset. Si on fait pas un vrai reset et qu'on repense pas le fonctionnement de la zone euro, cette zone euro telle que nous la connaissons aujourd'hui, on risque effectivement, elle risque de disparaître tout simplement. C'est ça, moi, qui m'inquiète dans cette fin des règles. On dit il y a plus de règles finalement, donc la zone euro à ce moment-là, comme elle est aujourd'hui, elle n'a plus de raison d'être. Et je pense bien que beaucoup de pays vont dire stop, et ça, les Allemands n'accepteront jamais qu'il n'y ait pas de règles. L'Allemagne, ça fonctionne avec des règles juridiques et on respecte les règles. Ils ont un sens du contrat. Les pays latins, ils sont d'accord pour imaginer des règles sous réserve qu'ils ne les respectent pas. Et il y a un moment où il y a un point de rencontre qui peut créer des risques, comme l'a dit Marc. Il faut reconnaître qu'il y a un pays qui a trouvé la solution pour s'en affranchir des règles, c'est la Grande-Bretagne. Alors peut-être à ses risques et périls pour elle d'ailleurs, parce que qui sera le grand perdant, oui, ils sont pas dans la zone euro, qui sera le grand perdant d'un Brexit tordu, c'est pas forcément le continent. Stéphane Van Nuffel, par rapport à ce qu'on vient de dire sur 3%, pas 3%, bon évidemment c'est entre parenthèses, mais là c'est une prise de position de Clément Beaune que l'on connaît peu, il est secrétaire d'État en France aux affaires européennes. On ne peut pas imaginer remettre en place
place le pacte de stabilité après le Covid. Et puis en même temps, on a vu que la BCE réfléchit à l'idée d'étendre au-delà de juin 2021 son programme de rachat d'actifs spécial Covid qui a été engagé de 1350 milliards d'euros. Comment vous regardez ce tableau-là ? Alors le sujet est hyper large, Nicolas. D'abord, très rapidement, je pense que ce qu'a voulu dire le secrétaire d'État aux Affaires européennes, qui donc est peut-être peu connu, mais qui connaît son sujet, en tout cas je l'imagine, il a voulu dire qu'il ne faudrait pas le remettre en place, ce pacte de stabilité, en l'état. Je pense que c'est ça qu'il a voulu dire. Probablement, oui, probablement. Ah bah oui, j'imagine bien qu'il n'a pas dit ouvrez les vannes et on part dans tous les sens. En revanche, ça fait longtemps que tout ça n'existe plus vraiment et que je pense, comme l'a dit Guillaume, c'est important, c'est pas que les Allemands, hein, même pour les Français, c'est important d'avoir une base de réflexion. Qu'on dépasse ou pas ces seuils dans des moments exceptionnels comme on vit, sont des choses justement d'une réflexion intelligente. En revanche, ça fait longtemps que c'est plus le cas. Et alors, ça va vous agacer, mais je vous rappelle que les Allemands ne respectent pas depuis des années ce fameux pacte de stabilité dans l'autre sens. Dans l'autre sens, dans le sens des excédents, oui. Non, mais Nicolas, pourquoi Angela Merkel, elle sauve l'Europe là? Parce qu'en fait, elle ne va plus avoir de clients si elle laisse partir les pays du Sud. Et vous sentez que ça m'agace fort. Parce qu'en fait, c'est très simple. Évidemment, pour un pays, parce que prenez le foot, c'est la France qui domine, c'est l'Allemagne qui gagne à la fin. En fait, c'est ce qui se passe en Europe. Donc, s'il doit y avoir une discussion aujourd'hui, c'est qu'en fait, si les Allemands ont l'air aujourd'hui d'être des gens très charmants qui aident les pays du Sud, c'est parce qu'en fait, c'est nous qui achetons les BMW et les Mercedes, en fait. Hein. Donc, il faut à un moment donné, je caricature, hein, mais il faut à un moment donné... Marc n'est pas d'accord, il va nous dire pourquoi. Mais allez-y. Dans cette nouvelle Europe qu'il va falloir créer, les Allemands ont aussi besoin, dans la situation actuelle, manquant énormément de consommation, parce que la France a un modèle consumériste, l'Allemagne a un modèle de producteur, c'est très bien en fait finalement que ce couple franco-allemand fonctionne, et on n'aura jamais de problème avec l'Allemagne comme on en a avec l'Angleterre, qui est toujours restée très insulaire, y compris dans sa philosophie de la gestion de ses rapports avec l'Europe. Donc ce que je veux juste dire, c'est que évidemment la BCE va continuer à lâcher les chiens, comme la Fed va lâcher les chiens, comme toutes les banques centrales aujourd'hui vont lâcher les chiens tant qu'on n'aura pas trouvé un vaccin qui aura nettoyé une bonne fois pour toutes les inquiétudes sanitaires qui bloquent l'économie mondiale. En fait, il n'y a pas une crise, pour moi, intrinsèque, c'est une crise exogène due à une crise sanitaire. Et donc, à un moment donné, évidemment, les vieux réflexes et les vieux pare-feux, je ne dis pas qu'il faut les enlever, hein, je ne suis pas contre l'anti-régulation, mais les anciens pare-feux de ce pacte de stabilité doivent être évidemment réfléchis dans un nouveau paradigme demain. Ok. Voilà. Marc, vous n'étiez pas d'accord avec l'idée que l'Allemagne a fondamentalement besoin du reste de l'Europe pour vivre? Si, quand même. Non, mais ça, bien sûr, mais ça c'est... Et que c'est une sécurité pour la solidité de l'ensemble. Oui, mais ça c'est encore une fois l'ancien monde. Alors c'est vrai que évidemment l'Allemagne a besoin de l'Europe, parce que globalement c'est une construction européenne, mais je pense qu'aujourd'hui l'Allemagne, elle s'en est affranchie, elle pourra très bien demain s'en affranchir, avoir d'autres parts de marché, parce qu'encore une fois, ce qui compte... Comme ça, Marc. Je veux bien. Le vrai enjeu, il est de savoir. Moi, ça a toujours été quand on était en pleine crise grecque, moi je disais que le Grexit, c'était pas le problème, c'était même la solution. Il ne faut pas forcer des pays qui n'ont pas les moyens de rester dans la zone euro à y rester. Je pense que la zone euro à la base n'a de sens que si c'est ce qu'on appelle une zone monétaire optimale. Ça veut dire entre des pays qui se ressemblent. Or là, avec le temps, donc rappelez-vous, quand on a créé la zone euro en 99, on se ressemblait déjà pas du tout, mais on dit bon, c'est pas grave, avec le temps on va se ressembler. Et on ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Il y a ceux qui ont pensé à une zone euro nord et une zone euro sud. C'est pire que ça. C'est-à-dire que on va dire les différences sont accrues. Donc aujourd'hui, on voit bien des pays qui font même du dumping fiscal au sein même, je dirais, de la zone euro. Donc c'est là la grande difficulté, c'est que cette zone euro telle qu'elle est aujourd'hui, elle ne peut pas continuer. Donc après, je pense qu'il peut y avoir plusieurs zones euro, plusieurs Europes à plusieurs vitesses, mais néanmoins, il est clair qu'aujourd'hui... on en parle, des Europes à plusieurs vitesses, des euros francs, des euros lire, des... Vous savez, aujourd'hui, regardez, prenez l'Italie. Monnaie commune, monnaie après le second semestre, vous savez quel est le niveau, justement, du PIB italien aujourd'hui, qui a été atteint à la fin du premier semestre 2020? C'est le niveau qu'on avait en 1993 en Italie aujourd'hui. C'est spécial en ce moment. Non mais vous vous rendez compte? C'est-à-dire que en France, on est même au niveau de 2002. Donc c'est ça aujourd'hui le grand enjeu, c'est qu'on a une zone euro, il faut être honnête, qui n'a pas fonctionné. Marc, Guillaume, est-ce que vous êtes aussi pessimiste? Marc pose les bonnes questions. Marc pose les bonnes questions. Les élections qui vont venir en Allemagne en 2021, en France en 2022 vont être absolument clés. Je pense que ça fera de bonnes émissions, Nicolas, parce que ces questions fondamentales, elles existent. La situation italienne, elle est tragique. Elle est tragique, c'est une réalité. L'Italie avait besoin d'une devise faible pour progresser. Il n'y a aucun doute. La devise forte tue l'Italie. Donc après, on sauve l'Italie de l'autre côté, mais ça tue l'Italie. La France, on est au milieu, c'est-à-dire que on y arrive.
Mais les Espagnols ont fait des efforts de productivité énormes et y arrivent. Mais si la crise dure en France, la France n'y arrivera pas. Enfin, l'histoire de Bridgestone, c'est un exemple. Je veux dire, ce qu'il faudrait, c'est évidemment, c'était dans l'industrie automobile traditionnellement. En fait, quand on vendait moins d'automobiles dans le reste de l'Europe, quand les Français vendaient moins d'automobiles dans le reste de l'Europe, on dévaluait de 10%. Et depuis qu'on a perdu cette possibilité, qu'est-ce qui s'est passé sur la production d'automobiles sur le site France? Ça a disparu. Il reste combien? 800 000, 1 million? Je ne sais même plus. De voitures construites en France. Oui. Il y avait aussi des erreurs stratégiques qui ont été menées par le gouvernement français. Mais oublions ça, c'était une réalité. Il y avait 4 millions de voitures construites en France, il n'y en a plus qu'1 million. Donc, il y a des industries où la France n'arrive pas à s'adapter à la zone euro. Et donc, ces questions, elles vont être en permanence. De l'autre côté, moi qui suis européen, je souhaite qu'on arrive à conserver la construction européenne. Oui, bien sûr. Ce sera terrible. Mais ces questions, ces challenges, ça va être permanent. Il nous reste 1 minute, on a fini. La BCE réfléchit, mais elle va appuyer sur le bouton. La BCE, tant qu'on est... Stéphane Van Nuffel disait lâcher les chiens, enfin lâcher les vannes, quoi. Oui, mais, pas les chiens, Stéphane. Hein, oui, non, mais les vannes, mais bon. Ça va faire mal. Madame Lagarde n'a pas encore toutes les bonnes expressions, mais je ne pense pas qu'elle... Non. Mais bon, on a bien compris ce que voulait dire Stéphane. On a bien compris ce que voulait dire Stéphane. C'est clair que la BCE va être au soutien, mais d'un autre côté, les Allemands, là aussi, ils ont dit on a fait beaucoup. Il y a eu une petite musique en septembre, début septembre. Ça ne va pas être non plus tout ce qu'on veut pour tous les besoins du monde. Et puis aussi un aveu d'échec, c'est-à-dire que tout ce qui a été fait jusqu'à présent, déjà avant même le Covid, effectivement, on voit que cette planche à billets n'a pas eu, les impacts je croyais que tu étais optimiste. Non, je suis optimiste. Mais je veux dire, ce que je dis par là, c'est que pour moi, c'est pas la solution. On rentre dans ce qu'on appelle une trappe à liquidité à la japonaise. Tout à fait, voilà, mais c'est extrêmement dangereux. Et dire on va continuer comme ça. Alors c'est intéressant. Tiens, on le fera ça. Est-ce qu'on est vraiment en japonisation? Il y a quand même des différences. Oui, mais on ne peut pas généraliser ce qui se passe au Japon à l'ensemble de la planète. Sinon, ça va être très compliqué à. Japonisation du monde, effectivement, en ce moment. Ça va être très dur, et ces politiques de relance monétaire permettent de sauver la mise instantanément et créent des problèmes à long terme. Donc il n'y a pas de solution optimale, là comme ailleurs. Sinon, il faut faire confiance aux entrepreneurs. J'ai entendu un économiste aux rencontres d'Aix-en-Provence organisées par le Cercle des économistes dire les banques centrales ne remonteront plus jamais les taux. Ça, c'est très pessimiste, par contre. Ça, c'est très pessimiste. Ouais, mais alors attends, si tu les remontes, quand tu vois ce que ça peut donner, c'est aussi pas super réjouissant. Bon, allez, on y reviendra, de toute façon, c'est clair. Je vous ai épargné le congé paternité doublé. Hein. On n'est plus concerné par la paternité. Non, mais enfin bon, il y aura une partie obligatoire. On va obliger les gens à travailler moins et à toucher un peu moins parce qu'on perd un peu de pouvoir d'achat. On oblige encore, Stop, allez. Guillaume Dard, Marc Toiti, Stéphane Van Nuffel. Je vous rappelle, Reset, quel monde nouveau pour demain? Point d'interrogation, c'est le dernier livre de Marc. On se retrouve demain à 9h.